Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un type de raisonnement très important en mathématiques et qui est sans doute nouveau pour vous, c'est le raisonnement par analyse-synthèse. Allons-y, on va d'abord expliquer un peu le principe général et puis ensuite on prendra deux exemples. Il s'agit d'une méthode qui qu'on utilise pour trouver les solutions d'un problème. Et cette méthode se fait en deux étapes. Tout d'abord, l'étape d'analyse. Lisons ensemble le descriptif. Dans l'étape d'analyse, on considère une solution du problème et on en déduit des conditions nécessaires portant sur cette solution jusqu'à obtenir une famille explicite de solutions potentielles. Essayons de comprendre ce que ça signifie. Donc, on considère une solution du problème. Imaginons par exemple qu'on note grand S l'ensemble des solutions. On commence donc l'analyse comme ça, on prend une solution, donc mettons je l'appelle Y, peu importe, soit Y appartenant à S. Et ensuite, on déduit des conditions nécessaires portant sur cette solution jusqu'à obtenir une famille explicite de solutions potentielles. Autrement dit, on essaie de faire des déductions sur Y, donc blablabla, donc blablabla, donc blablabla, jusqu'à obtenir une famille explicite de solutions potentielles, jusqu'à obtenir donc quelque chose du type donc Y appartient à un certain ensemble, mais un certain ensemble ici qu'on peut décrire de façon explicite. C'est tel élément, tel élément, tel élément, tel élément, etc., etc. À ce stade du raisonnement, ce qu'on a démontré, c'est que l'ensemble S n'est pas égal à ce fameux ensemble ici, mais qu'il est inclus dans cet ensemble. En effet, le raisonnement qu'on a fait ici est un raisonnement direct, et donc un raisonnement qui est purement descendant. Il n'y a absolument aucune idée de remontée. Donc on peut le voir avec une implication. C'est l'implication si Y est dans S, alors il est dans cet ensemble. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'analyse. Du coup, puisqu'on a seulement ici une inclusion, eh bien, pour finir la résolution, il s'agit maintenant de regarder l'inclusion inverse. Et ça s'appelle la synthèse. Ici, regardons, étape de synthèse. On regarde si ces solutions potentielles explicitées dans l'analyse sont oui ou non solutions. Là, c'est la partie facile en quelque sorte. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde chacun des éléments qu'il y a dans cet ensemble ici qu'on a sous la main, et pour chacun de ces éléments, on regarde si oui ou non il est solution. Les éléments qui sont solutions sont gardés, ce sont les vraies solutions du problème, et les éléments qui au contraire ne marchent pas sont éliminés. Le problème est terminé. On va illustrer cette méthode sur un premier exemple simple. Voilà l'énoncé. On aimerait déterminer tous les réels x qui vérifient cette égalité. Valeur absolue de x plus 1 est égale à 2x. Alors, c'est peut-être le moment de faire quelques rappels sur la valeur absolue. D'abord, la définition, je vous le rappelle, pour tout est réel, ce qu'on appelle valeur absolue de t, ça dépend du signe de t. Si t est positif, valeur absolue de t, c'est t. Et si t est strictement négatif, c'est moins t. De sorte que, par exemple, si vous prenez valeur absolue d'un nombre positif, comme 5, eh bien ça donne 5. Alors que si vous prenez valeur absolue d'un nombre négatif comme moins 7, vous obtenez moins 7, c'est-à-dire 7. Dans les propriétés toutes bêtes de la valeur absolue, vous avez que pour tout t appartenant à R, valeur absolue de t, c'est toujours positif, bien évidemment, par définition. Et puis également, une propriété très intéressante, c'est que quand vous prenez la valeur absolue de t au carré, alors vous obtenez toujours tout simplement t carré. Et oui, effectivement, pourquoi est-ce que cette chose est vraie? Elle est vraie parce que ce nombre-là, si t est positif, c'est t au carré, donc pas de problème. Et si t est négatif, c'est moins t, le tout au carré, ce qui donne aussi t carré. Donc en fait, dans les deux cas, cette quantité valeur absolue de t, le tout au carré, donne t carré. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que cette petite remarque permet, en passant au carré, de se débarrasser d'une valeur absolue. Et c'est cette technique qu'on va utiliser pour résoudre cette équation. La méthode que l'on va voir n'est pas du tout la seule pour résoudre ce problème, mais je vais l'utiliser parce qu'en fait, elle me permet d'illustrer l'analyse synthèse. Allons-y, je commence donc par l'analyse. La première phrase de l'analyse, ce sera toujours la même. Vous commencez par considérer une solution du problème. Donc je vais donc dire la chose suivante. Soit x, une solution du problème,
Et qu'est-ce que c'est qu'une solution du problème? Eh bien, c'est un réel qui vérifie cette chose-là, valeur absolue de x plus 1 égale 2x. À partir de là, mon but est de faire des déductions sur ce nombre x jusqu'à obtenir une famille de valeurs possibles explicites pour x. Il est très important sur x de l'avoir défini comme étant une solution du problème quelconque, puisque à partir de maintenant, tout ce que je vais démontrer sur x sera donc vrai pour toutes les solutions du problème. Alors que faire? Eh bien, comme je vous le disais, on va utiliser cette propriété de la valeur absolue qui est que je peux m'en débarrasser en passant au carré. C'est donc ce que je vais faire ici. Je passe au carré dans cette égalité et ça me donne cela. Maintenant, je développe le carré. Et là, je me rends compte qu'en faisant tout passer du même côté, je me ramène à une équation du second degré que je vais savoir résoudre. Voilà. Je calcule le discriminant de cette équation polynomiale de degré 2 et je tombe sur deux solutions potentielles pour x. Les deux valeurs que je trouve sont 1 et moins 1 tiers. Alors là, attention, c'est à ce moment-là qu'il faut bien comprendre que la résolution du problème n'est absolument pas finie. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient en fait de démontrer une implication. On vient de démontrer que si x est une solution, alors x est égal à 1 ou x est égal à moins 1 tiers. Mais le raisonnement qu'on a fait ne s'est absolument pas intéressé à la réciproque. En fait, ici, les deux valeurs 1 et moins 1 tiers sont tout simplement les deux seules valeurs possibles de solution de cette équation. Mais il reste maintenant à voir si elles sont bel et bien solutions ou pas. C'est-à-dire, il reste à étudier cette réciproque ici. Et ça, c'est le rôle de la synthèse. Allons-y, commençons par 1. Si jamais x vaut 1, il s'agit de savoir s'il est solution ou pas. Alors ça veut dire quoi être solution, hein, je rappelle? Ça veut dire, pour un réel x, vérifier l'égalité suivante. Il suffit donc de regarder les deux nombres indépendamment l'un de l'autre, valeur absolue de x plus 1 et de x, et de voir s'ils sont égaux. Valeur absolue de x plus 1, c'est valeur absolue de 1 plus 1, donc valeur absolue de 2, c'est-à-dire 2. Et d'autre part, 2x, c'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2. C'est bon, ce nombre-là est bien égal à ce nombre-là, donc 1 est solution. Passons maintenant à moins 1 tiers. Si x est égal à moins 1 tiers, alors valeur absolue de x plus 1, c'est 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Donc c'est valeur absolue de 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Et d'autre part, 2 fois x, c'est égal à moins 2 tiers. Et là, cette fois-ci, on voit que les deux nombres sont différents l'un de l'autre. Ça signifie donc que moins 1 tiers n'est pas solution. C'est bon, on peut définitivement conclure la résolution. Cette équation admet une unique solution qui est 1. Il faut bien comprendre, l'analyse a permis de montrer que l'ensemble solution était inclus dans l'ensemble suivant, un ensemble qui comprenait deux valeurs, 1 et moins 1 tiers. Ce qui permet en fait de resserrer le jeu, de dire que les solutions, l'ensemble des solutions est donc un sous-ensemble de cet ensemble à deux éléments. Et ensuite, l'étape de synthèse a permis de dire que cet élément-là était bien solution et pas celui-là. D'où un ensemble solution qui ne comprend qu'un seul élément. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se serait passé si jamais on avait voulu résoudre ce problème par équivalence. C'est a priori la méthode naturelle, hein. Ici, il s'agit bien d'interroger une phrase. On résout une équation. Résoudre une équation, c'est toujours interroger une phrase, voir quand est-ce qu'elle est vraie, voir quand est-ce qu'elle est fausse. Donc, on avait vu, on pouvait, dans de nombreux cas, résoudre ce genre de problème en faisant une série d'équivalences qui cherchait à simplifier le problème. Ici, si jamais je veux reprendre les mêmes étapes pour voir en fait où ça ne marche pas de procéder comme ça, eh bien rappelez-vous, la première étape c'était de mettre au carré pour faire disparaître la valeur absolue. Et en fait, c'est là que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand je mets au carré, quand je passe au carré dans une égalité, on a vu que justement il n'y avait pas équivalence, il y avait perte d'information. A égale B, oui, ça implique que A carré est égal à B carré, mais la réciproque est fausse de façon générale. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on a une implication dans un sens, mais qu'on n'a pas la réciproque. Et donc on comprend bien qu'à un moment donné, il va bien falloir étudier cette réciproque, et en fait, moralement, c'est l'étude de cette réciproque qui est la synthèse. La morale de tout ça, c'est que si dans une résolution
que vous tentez de faire par équivalence, vous arrivez à un moment donné où ça ne marche pas, où pour avancer, vous êtes obligé de perdre de l'information et que vous ne pouvez pas fonctionner par équivalence, eh bien, pas de panique. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. En fait, il faut simplement changer son fusil d'épaule. Plutôt que de faire un raisonnement par équivalence, vous switchez sur un raisonnement par analyse-synthèse. Dans l'analyse, vous allez donc faire un raisonnement direct où vous n'avez absolument pas besoin de remonter, vous ne faites que descendre. Et ensuite, la seule chose qui change avec un raisonnement par équivalence, c'est qu'il faudra faire ensuite une synthèse pour regarder la réciproque. Passons maintenant à un deuxième exemple. C'est un grand classique, mais à mon sens, il est beaucoup plus subtil que le premier exemple. Donc, chers étudiants, accrochez-vous. Voilà ce qu'on aimerait démontrer. On aimerait démontrer que pour toute fonction de R dans R, cette fonction est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Et ce, d'une unique manière. Je répète, n'importe quelle fonction peut être mise sous la forme de une fonction paire plus une fonction impaire. Bon, comment attaquer ce problème? La première chose, déjà, c'est que, on va être méthodique, cet énoncé est une généralité, puisqu'il commence par montrer que toute fonction de R dans R, blablabla. Donc la première étape, c'est nécessairement de fixer une fonction de R dans R. Je vais l'appeler f. Cette fonction est introduite de façon quelconque, mais elle est fixée dans toute la démonstration. Maintenant, que veut-on démontrer? On veut démontrer que f est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire, c'est-à-dire qu'on peut mettre f sous la forme de g, fonction paire, plus h, fonction impaire. Du coup, en fait, les inconnus de notre problème, eh bien, ce sont ces fameuses fonctions g et h. Ici, ce qu'on pourrait appeler une solution du problème, c'est donc un couple de fonctions g, h, qui est l'une paire, l'autre impaire, et dont la somme fait f. De plus, l'énoncé nous demande de montrer que cette décomposition est unique, c'est-à-dire que ce couple de fonctions est unique. Bon, pas de panique, on va procéder par analyse et synthèse. Commençons par l'analyse. Au début de toute bonne analyse, je commence par fixer une solution du problème. Mais qu'est-ce que j'appelle une solution? Eh bien, comme je le disais à l'instant, c'est un couple de fonctions GH, tel que f est égal à g plus h, g est pair et h est impair. J'ai donc, pour tout x appartenant à R, cette chose-là, g de moins x est égal à g de x, ça signifie que g est pair. Cette chose-là, h de moins x est égal à moins h de x, ça veut dire que la fonction h est impair. Je rappelle que j'ai ça pour tout x appartenant à R. Et enfin, f de x est égal à g de x plus h de x, c'est-à-dire que f est bien la somme des fonctions g et h. Voilà, ce sont les seules informations dont je dispose dans l'analyse pour avancer. Alors, je me répète, mais il faut bien comprendre que ici, mon inconnu n'est absolument pas la fonction f. F est une donnée du problème. Mon inconnu, c'est le couple de fonctions g, h. D'ailleurs, il est évident que les solutions potentielles que je vais trouver pour g et h vont, sans surprise, dépendre de f, puisque la partie paire et la partie impaire d'une fonction f, ça ne va pas être les mêmes si jamais je passe d'une fonction f à une autre fonction f. Donc il faut s'attendre au fait que les fonctions g et h dépendent de f. Bon, que faire? Alors déjà, il ne faut pas paniquer et il faut voir ce qu'on a. Ce qu'on a ici, c'est qu'on connaît la façon dont g et h agissent sur des quantités du type moins x. Elles sont paires et elles sont impaires. Donc une première idée relativement naturelle, c'est de prendre cette égalité ici en bas en moins x. Je peux la prendre en ce qu'on veut, puisque cette égalité est vraie pour tout x. Donc en particulier, si je fixe un x réel, je peux l'appliquer en moins x. Faisons ça. Ça nous donne que f de moins x est égal à g de moins x. Oui, mais sauf qu'en fait, g de moins x, c'est g de x, puisque g est pair. Donc ici, g de x, plus h de moins x. Oui, mais en fait, h de moins x, c'est moins h de x. Donc ici, j'obtiens moins h de x. OK. Arrivé là, en fait, on peut voir qu'on va s'en sortir. Pourquoi? On recherche deux quantités qui sont g de x et h de x. À la base, on n'avait qu'une seule information sur ces deux quantités, c'était leur somme. Mais maintenant qu'on a fait cette deuxième opération, on a une deuxième information sur g de x et h de x. Du coup, on a deux inconnus et
en quelque sorte, deux équations. Donc là, on va pouvoir s'en sortir. Imaginons que cette égalité, je l'appelle 1 et cette égalité, je l'appelle 2. Eh bien, en bricolant 1 et 2, on va pouvoir isoler g de x d'une part et isoler h de x d'autre part. Commençons par isoler g de x. Bah, ce n'est pas très compliqué. Il suffit là d'éliminer l'autre, c'est-à-dire h de x. Et une manière d'éliminer h de x en utilisant 1 et 2, c'est de les sommer. Faisons-le. Si on fait 1 plus 2, ça nous donne que f de x plus f de moins x est égal à g de x plus g de x, c'est-à-dire à 2 fois g de x. Bon, moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est juste g de x. Il suffit de diviser par 2 et j'ai ce que je veux. Voilà. Il faut bien comprendre que ce travail, il marche pour tout x. Donc, en fait, ici, cette formule que je viens d'obtenir me donne complètement ce que vaut la fonction g. Elle ne peut valoir que ça. Maintenant, si je veux m'intéresser à h de x, eh bien, je reprends mes deux égalités, 1 et 2. Cette fois-ci, il s'agit d'éliminer non pas h, mais l'autre, g. Et une manière simple de faire cette élimination, c'est de faire non pas 1 plus 2, mais 1 moins 2. De cette manière-là, les g de x se simplifient l'un l'autre. Faisons-le. On obtient f de x moins f de moins x est égal à 2 fois h de x. Et là, en divisant par 2, eh bien, on obtient h de x. Voilà. Encore une fois, cette égalité est vraie, quel que soit x, donc on a notre fonction h tout entière. C'est la fin de l'analyse. On a bien montré que si jamais il existait un couple de fonctions gh qui était solution du problème, alors nécessairement, ces deux fonctions sont les fonctions qui sont encadrées sous nos yeux. Ça ne peut pas être d'autres fonctions. Sans surprise, ces fonctions, comme on l'a dit, dépendent de la fonction f que nous avons fixée au début de la résolution. On peut maintenant passer à la synthèse et regarder si les deux fonctions définies par ces encadrés sont bel et bien solutions, c'est-à-dire regarder si g est pair, si h est bien impair, et si la somme de g et de h donne bien f. Alors, si on est méthodique, eh bien la synthèse n'est faite que de vérification, mais comme toutes les synthèses en fait. Comment on la commence? En fait, dans la synthèse, on pose g et h deux fonctions qui sont les fonctions que nous avions trouvées à la fin de l'analyse et qui sont donc en quelque sorte nos deux fonctions, notre couple de fonctions candidats pour être solution à notre problème. En fait, le seul couple de fonctions candidats qui peut potentiellement marcher d'après ce qui a été fait dans l'analyse. Que faut-il vérifier? Eh bien, il faut vérifier premièrement que G est pair. Bah, en fait, oui, ça va marcher. Regardez, si jamais on prend un x dans R, et qu'on regarde g de moins x, eh bien par la définition, c'est ici f de moins x, plus f de moins x, donc f de x. Et on obtient f de moins x plus f de x, le tout sur 2. Ah bah oui, c'est bien g de x. Donc g de moins x est bien égal à g de x. Ensuite, pour le fait que h est impair, là aussi, c'est une vérification. Si on fixe un x et qu'on regarde h de moins x, eh bien on obtient f de moins x moins f de moins x, c'est-à-dire moins f de x. Donc ici, en divisant par 2, on obtient cette chose-là. Et cette chose-là, c'est bien l'opposé de h de x, puisque au lieu d'avoir f de x moins f de moins x, on a l'opposé f de moins x moins f de x. Donc cette relation, valable pour tout x, nous montre que h est bien une fonction impaire. Enfin, il s'agit de vérifier que f est la somme de g plus h. Ça aussi, c'est une simple vérification. Si jamais je fixe un x ici réel et que je regarde la somme de g de x et de h de x, eh bien, je le fais bravement ici et je m'aperçois en mettant au même dénominateur, c'est-à-dire 2, qu'au numérateur, f de moins x là et moins f de moins x ici vont se simplifier. J'obtiens 2f de x sur 2 et ça me donne bien f de x. Autrement dit, la somme de g et de h vaut bien la fonction f puisque cette égalité est vraie pour tout x. On peut donc conclure cette résolution. Il existe bien un unique couple GH tel que f est la somme des deux, g est pair et h est impair. Il faut bien comprendre que cette conclusion dit deux choses. Il dit premièrement que les solutions du problème, qu'il existe une solution à ce problème. Et deuxièmement, il dit que cette solution, enfin ce couple solution, est unique. Si on y réfléchit,
L'existence a été démontrée par la synthèse, puisque c'est dans la synthèse qu'on a pris un couple de fonctions, alors on ne l'a pas pris au hasard bien évidemment, mais qu'on a pris un couple de fonctions GH et qu'on a montré qu'il était bien solution, montrant donc au passage qu'il existait un couple de fonctions solution. L'unicité, à l'inverse, a été démontrée par l'analyse. En effet, dans l'analyse, on a montré que s'il y avait un couple de solutions, ça ne pouvait être que celui-là. Voilà, on a montré ici quand même un joli résultat et d'autant plus intéressant qu'il peut être appliqué à n'importe quelle fonction f. Regardez par exemple, on peut l'appliquer à la fonction exponentielle. Ça va donner la chose suivante. La fonction exponentielle va être la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Et en plus, les formules, je les connais. Le raisonnement qu'on a fait me le donne. La fonction paire, c'est f de x plus f de moins x divisé par 2. Et la fonction impaire, elle est définie par f de x moins exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Alors, je n'ai pas choisi cet exemple de la fonction exponentielle au hasard, puisque en fait, ces deux fonctions-là, on va plus tard leur donner un nom. Ça, c'est le cosinus hyperbolique pris en x, et ça, c'est le sinus hyperbolique pris en x, mais ce sera une autre histoire.